Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. C'est une première depuis 1992. Le président sénégalais Macky Sall est en visite d'État en France. Une visite placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale. 7 accords de partenariat ont d'ailleurs déjà été signés en ce sens. 67 membres, dont 3 vice-premiers ministres et 7 ministres d'État. C'est un record. Le nouveau gouvernement congolais a été annoncé ce lundi 19 décembre, quelques minutes avant la fin du mandat du président Joseph Kabila. Et puis comment se porte le continent africain face à la presse ce 19 décembre? Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente sortante de la Commission de l'Union africaine, a fait un point sur plusieurs grands dossiers. Le drapeau du Sénégal flotte sur l'avenue des Champs-Élysées depuis ce dimanche. Le président Macky Sall est pour la première fois depuis 1992 en visite d'État en France. Il a été reçu ce mardi 20 décembre par son homologue français François Hollande. Décryptage des enjeux avec Fanny Monéchi. Le Sénégal renforce sa coopération économique avec la France. À l'occasion de sa visite officielle, le président sénégalais Macky Sall s'est entretenu ce mardi 20 décembre avec son homologue François Hollande. 7 accords de partenariat ont été signés. Un prêt de 200 millions d'euros est notamment consenti pour la construction de la ligne du train express régional. Un projet annoncé comme le plus important depuis l'indépendance du Sénégal. Nous avons discuté des questions d'intérêt commun qui touchent à la coopération entre nos deux pays, une coopération forte, diverse et surtout dynamique, qui a fait de la France le premier partenaire du Sénégal, tant dans les échanges officiels que dans le commerce et l'investissement privé. Ce partenariat porte aussi le symbole de la modernité, avec le projet phare de ligne de train express régional que le Sénégal a lancé déjà le 14 décembre dernier. La France se veut aussi le premier investisseur au Sénégal avec un stock d'investissement direct étranger de 1,7 milliard d'euros. Le président Macky Sall a d'ailleurs plaidé à cette occasion pour de nouveaux mécanismes de coopération entre les deux pays. Pour nos besoins d'émergence, bien sûr, nous avons besoin de ressources diversifiées. C'est pourquoi nous venons emprunter dans des conditions adoucies. J'ai dit que je veux me passer de l'aide, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne veux plus d'aide. Non, mais c'est une indication très claire. Nous devons travailler pour nous passer de l'aide. Mais d'ici là, nous avons besoin du soutien de nos partenaires pour que justement des mécanismes soutenables puissent être mis en œuvre afin que nous financions notre développement par une dette modérée et à long terme. Cette visite d'État se poursuit pour le président sénégalais Macky Sall. Ce mercredi, il devrait s'entretenir avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve avant de se rendre jeudi à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Et après son passage à l'Élysée, le chef de l'État sénégalais a été reçu par Anne Hidalgo à la mairie de Paris, où il s'est adressé, entre autres, à la diaspora sénégalaise. Écoutons-le. En ces lieux chargés d'histoire, je veux magnifier l'apport inestimable de votre ville à la quête de la liberté, la protection des droits de l'homme et la sauvegarde de l'environnement. C'est ici que le comité du salut public a abrité ses travaux lors de la Révolution française de 1789. Plus d'un siècle plus tard, c'est à Paris également que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je saisis l'occasion pour saluer et encourager tous nos jeunes, étudiants et élèves venus poursuivre leurs études pour contribuer à la relève du Sénégal de demain. Je rends hommage à nos compatriotes de la diaspora sénégalaise en France et d'ailleurs pour leur engagement solidaire au service de leur famille
de leur communauté et de leur pays. Le président Joseph Kabila, l'imprévisible, n'a pas failli à sa réputation. Ce 19 décembre à minuit moins 10, soit 10 minutes avant la fin officielle de son dernier mandat constitutionnel, le nouveau gouvernement attendu depuis des semaines a été annoncé. Stratégie politique, hasard du calendrier, gros plan dans ce sujet de la rédaction. Situation inédite en République démocratique du Congo. Contre toute attente, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée un peu avant minuit ce 19 décembre 2016, date marquant la fin officielle du dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Le cabinet dirigé par Sami Badibanga, un transfuge de l'opposition, est composé de 67 ministres, dont 3 vice-premiers ministres et 7 ministres d'État. Et globalement, les ténors de la majorité conservent les portefeuilles clés. C'est un gouvernement qui n'a pas long feu, vu d'ailleurs le nombre de ministres que nous avons vus, autant de ministères du jamais vu, surtout à un moment où le budget a été réduit presque de moitié, où la moitié même de notre budget est financé par la communauté internationale et le Congo est menacé sous sanctions. Alors je ne sais pas, autant de ministres, soixantaine, si nous ajoutons les ministres, 10 ministres à chaque province, c'est-à-dire 260 ministres. La nomination de ce nouvel exécutif est le fruit d'un accord conclu en octobre 2016 entre la majorité et une frange de l'opposition. Un accord rejeté avec véhémence par la coalition du Rassemblement réunie autour d'Étienne Tshisekedi et la nomination de plusieurs ministres d'opposition ayant joué le jeu du dialogue national n'aura pas suffi à apaiser les tensions. L'opposant historique a appelé ce mardi à une résistance pacifique. En ce jour du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila a donc épuisé son second et dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Il a perdu sa légalité et sa légitimité à la tête du pays. Je lance un appel solennel. D'abord au peuple congolais à ne pas reconnaître l'autorité du reste illégal et illégitime de Joseph Kabila. C'est donc une atmosphère tendue et incertaine qui règne à Kinshasa. Les interrogations fusent de part et d'autre. Pourquoi ne pas avoir attendu la fin des travaux de médiation pour tenter de trouver un compromis politique global? L'appel à la résistance d'Étienne Tshisekedi sera-t-il entendu? Et surtout, le verrouillage sécuritaire mis en place par le pouvoir pourra-t-il résister aux tensions? Les prochaines heures s'annoncent déterminantes pour l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Comment se porte le continent africain? La question a fait l'objet d'une déclaration de Nkosazana Dlamini-Zuma ce 19 décembre à Durban. Une déclaration qui intervient à un mois de la fin de son mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Compte rendu avec Siemlo Victoria Sedi. C'est à Durban, en Afrique du Sud, qu'elle a tenu le 19 décembre son premier et unique discours sur l'état du continent depuis sa prise de fonction à la tête de la Commission de l'Union africaine. Pour Nkosazana Dlamini-Zuma, l'Afrique a beaucoup à faire sur plusieurs plans. Réussir le pari d'indépendance économique du continent représente un impératif. Pour la présidente de la Commission de l'Union africaine, la solidarité intra-africaine doit être renforcée. We recommitted ourselves Lors de la célébration du dernier anniversaire de la naissance de notre organisation, nous avons décidé de privilégier la solidarité intra-africaine. Elle permettra de mener une lutte efficace contre les ennemis du développement et de l'épanouissement de l'Afrique. Cela est important pour que notre continent puisse exploiter ses richesses et en bénéficier. Sur le continent, la présidente de la Commission de l'Union africaine note un autre défi majeur, l'éducation. Ce passeport vers le développement véritable n'est pas encore acquis. Si le taux de scolarisation est en croissance, il a cependant besoin d'être boosté et rehaussé par une formation de qualité. Avec une population jeune qui constitue plus de 50% de la population, l'Afrique continue d'enregistrer la croissance démographique la plus rapide. Cette réalité nécessite d'importants efforts. Decided to start continental
a continental university. Nous envisageons la mise en place d'une université continentale d'excellence et d'élite qui accueillera et formera les jeunes Africains. Nous avons ciblé 5 pôles, les sciences de la nature, celles de l'environnement, les métiers verts liés au changement climatique, les sciences humaines, sociales et politiques, la technologie et l'innovation et enfin l'agro-business. Ce sera dans un premier temps en Algérie, en Afrique du Sud, au Kenya et au Cameroun. Certains pays sont déjà prêts et peuvent recevoir des étudiants, mais nous y travaillons encore. L'agenda 2063 qui réunit toutes les aspirations portées par les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine définit le cadre et les stratégies du développement équitable de l'Afrique. Cet agenda trace les lignes d'une croissance économique basée sur le développement des nouvelles technologies, l'indépendance énergétique, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, mais surtout la concrétisation de l'intégration africaine. Quel sera le nouveau visage de l'Assemblée nationale ivoirienne? Sera-t-elle plus représentative? Les résultats sont attendus ce 21 décembre 2016, mais déjà les observateurs nationaux et internationaux saluent le bon déroulement du scrutin législatif. Birama Saounera. À l'issue des législatives en Côte d'Ivoire, les observateurs déployés sur l'ensemble du territoire se réjouissent du bon déroulement du scrutin. À la tête de la mission d'observation de l'Union africaine, l'ancienne présidente de la transition en République centrafricaine s'est dit satisfaite du processus électoral. Pour Catherine Samba Panza, le scrutin s'est déroulé dans le calme et dans la sérénité. Les élections se sont vraiment déroulées de manière tout à fait convenable. Nous avons vu et remarqué un certain professionnalisme déjà de la part de la commission électorale indépendante et nous avons vu les Ivoiriens voter dans le calme. De nombreuses organisations nationales et internationales ont mobilisé des observateurs pour superviser ce scrutin législatif en Côte d'Ivoire. À l'instar de l'Union africaine, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique a déployé 250 observateurs. L'organisation panafricaine a salué la participation des diverses formations politiques à ce scrutin. Cette année, nous sommes quand même contents pour avoir plutôt une chambre basse assez ouverte et diversifiée. C'est la première fois depuis 15 ans que nous avons un hémicycle où les 3 grands partis de la Côte d'Ivoire ont participé au scrutin. La commission électorale indépendante a entamé la proclamation des résultats de ce scrutin le lundi 19 décembre. L'ensemble des résultats seront connus le mercredi 21 décembre. Déjà, plusieurs candidats ont exprimé leur satisfaction. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.